Salut Nino, Salut. enchanté, content de te voir. Enfin, en vrai. En vrai, Comment dire, tu m'as bien fait rire. Merci, ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, ça. Ouais, avec t'étais un très bon coup. Mais celui-là, je le garde pour d'autres. Mais c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Ça fait hyper plaisir. Alors, moi, je n'aime pas présenter les gens que j'interviewe parce que je pars du principe que tu te connais mieux que qui que ce soit. Donc, est-ce que tu veux te présenter? Je m'appelle Nino Arial, je suis ancien banquier. Avant ça, j'étais écolier de commerce. Je pense que ça se dit. Avant ça, j'étais écolier de normal. Et après, j'ai tout arrêté pour devenir humoriste. Pendant 2 ans, j'ai joué en stand-up dans les caves de Paris. C'est pas les endroits les plus sympas, même si on a passé des bons moments. Et après, j'ai fait une pause pendant quelques temps pour faire que des vidéos sur Internet. Et maintenant, je reviens à la scène et aux vidéos. J'arrive à jongler avec les deux depuis 6 mois maintenant. Je remonte sur scène pour retrouver le fait d'avoir le public en face et je continue les vidéos parce que ça, c'est devenu une drogue. Du coup, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais, étant donné que tu viens d'un passé relativement différent de celui que tu as à l'heure actuelle? Je crois en fait, je crois que je l'avais toujours en moi. Tu vois, quand j'étais tout jeune, à 18 ans, j'ai dit à mon père, j'ai passé le bac, ça y est, je monte à Paris faire le cours Florent, tu vois. Et comme tout bon papa qui se respecte, il m'a dit non. Tu vois, ça a été très simple comme discussion. Il m'a dit non, tu ne vas pas faire ça, tu vas aller faire une prépa HEC. J'ai dit mais rien à foutre moi HEC. Il m'a dit oui, 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 mais tu vas aller faire ça quand même. Du coup, je me suis retrouvé à faire une prépa HEC, à faire une école de commerce. Et je crois que quand tu es vraiment dans un truc qui ne te correspond pas, tu le sens. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en prépa HEC, tu te dis mais tous les jours, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je regardais les gens, ils me parlaient. Après, j'ai fait école de commerce, pareil. Je me disais, qu'est-ce que je fous là? Et en parallèle, j'étais animateur en village vacances, en camping, quoi. Ça, j'ai failli partir pour faire que ça de ma vie. Mais je ne l'ai pas fait parce que, justement, à un moment donné, je me suis fait une espèce d'introspection et je me suis rendu compte que la seule chose qui me plaisait dans les villages vacances, c'était le jeudi soir, soir du spectacle des animateurs. Tu vois. Et c'était un spectacle d'animation de ville de camping, t'as les perruques, t'es en slip, c'était pas le cours Florent. Mais j'adorais ça, c'était mon moment, j'adorais ça. Et ensuite, du coup, après l'école de commerce, pareil, je dis papa, je vais devenir comédien. Tu dis non, toujours pas. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller trouver un boulot. Et là, j'ai trouvé un boulot de banquier d'affaires. Et là, je pense que là, j'ai tapé le max, tu sais, le summum de ce qui est pas supportable. Genre, si tu veux être humoriste, va être banquier et tu seras à l'opposé de la chaîne alimentaire, tu vois. Tu veux être nutritionniste, va bosser au McDo. Je pense que tu vois, tu te retrouves dans l'inverse total et tu dis mais qu'est-ce que je fous là? Et c'est ce qui s'est passé. Et un jour, à force, je pense que c'est l'histoire du vase qui se remplit, tu vois. À force, un jour, je suis dans mon bureau, costard cravate, j'attends un gros client. C'est genre le plus gros client de l'agence que j'attends. Donc tout le monde avant m'a dit, tu sais que tu reçois monsieur machin. Monsieur Martin d'ailleurs, il s'appelait. Monsieur Martin, fais pas le con et tout. Non, non. Je suis dans mon bureau, il y a une baie vitrée comme là. Et à l'extérieur, devant, il y a un autre client à moi qui fait le marché, un mec qui vend des melons. Et il fait -4, on est à Paris. Et je le vois à travers la vitre, je lui dis bonjour. Et là, il fait un signe genre, fait froid. Hein. Et moi, je suis dans mon bureau en costard cravate. Tu vois, dans ma tête, je me dis, bah non, moi, j'ai pas froid, je suis à l'intérieur, je suis là. Et là, pareil, introspection, et je me dis, mais en fait, tu sais quoi, je donnerais ma vie pour vendre des melons avec toi là. Être dehors avec des gens, parler, faire autre chose que d'attendre un mec qui va me prendre de haut, à qui je vais faire en sorte de faire gagner plus d'argent qu'il n'a déjà en plaçant à droite à gauche. Et donc j'ai dit à mes collègues que j'allais fumer une clope et je fume pas et je suis jamais revenu. Je me suis barré comme ça. J'ai pas dit que je partais, ni à ma direction, ni à personne. J'ai pas dit que je partais et je suis parti. J'ai attendu une semaine, je crois, avant d'appeler mes parents. Je me suis dit, je vais pas alerter les choses tout de suite. J'ai passé une semaine, et au bout d'une semaine, j'ai appelé mes parents. Je dis voilà. J'y retourne pas à la banque. Et mes parents m'ont dit, ah, t'es en vacances? J'ai dit, non, j'y retourne pas, c'est fini. Ils m'ont dit, ah, t'as démissionné? J'ai dit, non, non, j'ai 25 ans, c'est maintenant ou jamais, quoi. Si maintenant je prends pas ma vie en main, c'est terminé, je le ferai pas. Donc autant que j'arrête tout maintenant, et tant pis, puis on verra, de toute façon, tu vois. J'avais fait 3 mois ou 4 mois à New York pendant mon école de commerce, 4 mois. Et pendant ces 4 mois-là, j'avais été barman, et j'ai vu du stand-up sur scène, tu vois. Et je me rappelle me dire, putain, ces mecs-là, leur boulot, c'est de venir le soir, faire des blagues aux gens, et ils sont payés pour ça. Et ils sont payés pas aussi cher que moi à la banque. Mais du coup, moi, j'ai fait le calcul, je me suis dit, ok, dans ma vie, j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 800 € pour vivre par mois. Vraiment, 800 balles. Si j'ai 800 € qui tombent tous les mois, je meurs pas. Je partirai pas en vacances, mais je meurs pas. Je me suis dit, 800 balles, c'est largement trouvable
en étant heureux plutôt que, plutôt que d'être là et tous les jours de pester alors que tu te mets à faire des calculs de salarié, de te dire alors je gagne 2000 euros par mois, ok, si j'en mets tant de côté, je peux donc partir en vacances dans 1 an et demi dans tel endroit. Et c'est impossible de faire ça. Si au quotidien tu réfléchis à ça, à mon avis, c'est que tu es perdu. Et il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est les différents sujets que tu abordes, étant donné que tu abordes pas mal de sujets qui peuvent être controversés, mal perçus. Tu abordes tout ce qui est relié au racisme, le harcèlement, les problèmes sociaux. Et je trouve ça très intéressant. Comment tu en es arrivé à parler de tout ça? Je crois que c'est pas une envie de base, c'est venu. Je pense, j'ai commencé YouTube tard en fait au final. L'internet, enfin tout ce qui est YouTube, j'étais YouTube avant, mais c'est effectivement maintenant c'est Facebook, Instagram, YouTube. Je suis un peu partout. Et j'ai commencé tard. J'avais 25 ans. Donc je pense que tu commences pas de la même manière que ceux qui commencent à 17, 18 ans à l'école, tu vois, ou qui commencent à 20 ans et qui ont envie de partager des trucs marrants tout le temps. Je crois que moi j'ai un père qui est syndicaliste, c'est son métier. Il est syndicaliste à plein temps depuis 50 ans. Et du coup, à la maison, depuis tout petit, j'ai droit à ça. Des espèces de débats sociaux à la maison, alors que je suis petit et je ne comprends pas forcément tout. Mais j'ai droit à ça, à entendre mes parents parler de ça et tout. Et quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube, au début, j'ai fait, je pense que tout le monde fait, la rentrée des classes, le sujet l'école de commerce, le sujet l'amitié mec-fille et tout. Et à un moment donné, la première, ça a été le harcèlement scolaire. La première, c'est parce que j'avais un rendez-vous avec une nana et je la rencontre dans un bar et à un moment donné, je lui dis ah, c'est super joli tes cheveux coupés au carré. Et elle se met à pleurer et elle me dit non, je dis c'est joli tes cheveux au carré, ça te fait une tête toute ronde. Et elle se met à pleurer et je lui dis pourquoi, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Et elle me dit ouais, tu te rends pas compte, mais moi toute mon enfance on m'a appelé Choupa Choups parce que j'ai une tête ronde et du coup depuis toute petite j'hésite à me refaire une coupe au carré, c'est la première fois que je viens de le refaire et tu me dis quoi? J'ai la tête ronde. Mais cette nana avait 27, 28 ans, très jolie, working girl, bien dans sa peau, bien dans sa tête, enfin elle avait l'air en tout cas. Et là je me suis dit ah ouais, donc en fait il y a des choses comme ça qu'on ne voit pas de prime abord mais qui heurtent sévèrement certaines personnes, dont le harcèlement scolaire pour elle. Donc je me suis dit, ok, je vais faire une vidéo sur le harcèlement, mais comment faire? Parce que moi, j'ai jamais été harcelé, personnellement, mais je me suis jamais senti harceleur non plus. Je pense pas avoir fait pleurer des gens ou avoir été méchant avec des gens, c'est pas vraiment ma nature. Et donc j'ai créé cette troisième case, les harceleurs silencieux, c'est-à-dire tous les gens qui sont là autour, qui voient ce qui se passe, qui n'interviennent pas, de peur que ça se retourne contre eux ou juste parce que ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, il y a un gamin, il a pris une balayette par un autre, bah, c'est marrant, c'est comme ça, c'est l'école. Et j'ai fait cette vidéo-là, et cette vidéo-là, ça a été c'est ce qui a déclenché, c'est ce qui m'a fait exploser sur Internet. C'est que d'un seul coup, je crois qu'elle a fait 3 millions en l'espace de 2 jours, la vidéo. Ah oui, quand même. Ouais, j'étais appelé par LCI, Huffington Post, M6, TF1. Ils ont parlé de moi un petit peu partout pendant une journée, mais parce que je suis tombé dans une période où ça parlait du harcèlement, si j'avais bien compris, au niveau scolaire. Ça a fait décoller ma chaîne, et après, derrière ça, je me suis rendu compte que je prends plus de plaisir à traiter des sujets sociaux que des sujets bateaux, en fait. Les sujets bateaux, c'est ma récréation, tu vois. J'y vais, je m'amuse, je suis avec mes potes, je fais un sujet, les boîtes de nuit, voilà, c'est ma récréation. J'ai mes potes, je m'amuse avec eux. Mais mes vrais sujets, c'est quand je suis chez moi jusqu'à 4-5 heures du matin à prendre un thème et à le traiter un peu dans tous les sens, un thème social. C'est là que je m'éclate le plus. Et je le fais aussi parce que je crois que je suis issu de la majorité représentative. Tu sais, tout le temps on dit ouais, je suis de la minorité non représentative. Moi, je suis pile poil la majorité représentative. Je suis né de parents français, blancs les deux, en province, salariés moyens. Donc ni milieu social très élevé, ni très bas, pas de harcèlement. Garçon, ça c'est le nouveau sujet aujourd'hui, mais je suis né garçon et finalement c'est un avantage dans la vie aujourd'hui. J'ai aucune couleur de peau, j'ai rien. Et donc le fait de pouvoir traiter ces sujets-là me donne l'occasion de le traiter avec un point de vue plus objectif parce que je ne suis pas du tout touché par aucun des sujets que je traite, en fait, quasiment. C'est juste des points de vue. Au début, tu peux avoir 1000 commentaires positifs, tu en as un négatif, il te reste dans la tête. Et c'est celui-là, tu vas bloquer sur celui-là. Et tu vas te dire, putain, pourquoi il dit ça? Je comprends pas. Ça se trouve, c'est un gosse de 8 ans dans une cave, hein, mais il te dit ça et ça te touche. Après, en avançant, des fois, il y a des sujets que je vais traiter qui me touchent un peu. Comme là, quand il y a eu l'avortement, par exemple. Quand j'ai allumé la télé, j'ai vu les infos, des gens qui allaient manifester contre l'avortement. On ne veut pas que les femmes avortent. Non. Et moi, dans ma famille, ma mère,
il y a quelques années, a dû avorter parce qu'elle elle a eu un enfant avec mon papa plutôt âgé, ils avaient 42, 43 ans, et l'enfant était trisomique, trisomie 21. Et ma mère a avorté, et quand j'ai demandé l'explication à ma mère de pourquoi elle avait fait ça, parce que moi à l'époque je me disais c'est tuer une vie maman ce que tu as fait, elle m'a répondu j'ai fait ça parce que je veux vous épargner de vous occuper de votre petite sœur le jour où nous on sera plus là. Et c'était pas du coup une volonté de je veux pas de mongol dans la famille, c'était une volonté de quand moi je vais partir, qui va s'en occuper? Ses frères et sœurs. Et je veux pas qu'ils aient à subir ce truc là derrière. Et donc quand j'ai vu ça à la télé, forcément moi ça d'un coup je me suis dit est-ce que waouh, les gens, l'avortement, on a une idée dessus, chacun a son point de vue dessus, hein. Une vie c'est une vie elle est une vie à partir du moment où tu es né ou pas, ou elle est une vie à partir de la création de nanana. Ça c'est des points de vue perso, mais par contre j'essaie en général mes vidéos sociales de toujours avoir un angle presque philosophique, genre sur le point de vue des idées. Tu peux pas m'attaquer si je te raconte ce que je viens de dire là. J'essaie de faire ça, d'examiner la situation et de dire voilà, la situation elle est comme ça. J'en montre les côtés ridicules, j'ai forcément un angle de vue sur la situation. Là, l'avortement, je suis concrètement pro-avortement, mais j'essaie de pas rentrer dans un débat d'idées avec les gens parce que ça peut tourner en rond pendant 1000 ans. C'est juste un débat de hauteur, quoi. C'est de dire voilà d'autres points de vue par rapport à ce que vous dites vous de votre point de vue à vous. Ouais. Je me souviens, tu disais, moi j'ai envie d'aller marcher pour les cons. Ouais. Ouais, ça après c'est de la formulation, c'est ça que j'aime, moi, c'est être chez moi et de dire ok, je vois qu'il y a des gens qui marchent pour ça, des gens qui marchent pour ça, ça serait intéressant de dire moi je vais marcher pour les cons. C'est intéressant parce que souvent des gens me disent que ces vidéos-là, elles ressemblent à du rap parlé. C'est intéressant parce que le rap c'est un art, alors je mets à l'écart certains rappeurs qui sont pas là pour faire de l'art mais de l'oseille, mais les rappeurs, je pense à Kerry James, à des mecs comme Nekfeu, des mecs qui jouent avec la langue française pour jouer avec les mots, et c'est vrai que ça c'est un vrai plaisir. Ça, être chez moi le soir et tu vas trouver une formulation, c'est un kiff énorme. Là, Comment tu trouves cette inspiration? Ça c'est très dur parce que des fois tu vas la trouver comme ça et tu vas dire elle est bien cette phrase, elle résonne. Et des fois tu vas tourner en rond pendant 1000 ans et tu vas pas trouver, tu vas dire putain c'est pas assez fort, ça me parle pas. En fait le but c'est d'arriver à trouver la phrase où que les gens regardent la vidéo et se disent putain c'est exactement ce que je voulais dire mais je savais pas comment le dire. Voilà, c'est exactement ça. Là je vais le traiter mais je l'ai pas encore terminé, la mort assistée. Avec l'histoire il y en a plusieurs, là, on est à 5 je crois. 5 qui ont demandé la mort, 5 personnes qui ont demandé la mort et on ne leur a pas donné. Et du coup ma formulation de base ça a été de dire en France on est assez démago pour autoriser la peine de mort et pourtant on n'autorise pas, en France on est assez démago pour interdire la peine de mort mais on ne l'est pas assez pour interdire la peine de vivre. Et voilà, ça c'est une formulation. Ça, je dis, voilà, ma phrase elle est faite, elle est belle et ça sera ça ma grosse formulation de cette vidéo-là parce que du coup ça veut dire plein de choses. On a décidé que les hommes n'avaient pas le droit de mort sur quelqu'un d'autre, mais on décide que les hommes ont le droit de vie sur quelqu'un. Il n'y a pas de logique du coup dans ce qu'on dit. Et là encore une fois, je ne vais pas dans le traitement de je suis pour ou contre, je dis juste voilà, c'est pas logique. Tu dis juste c'est le constat. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça permet aux gens qui sont ouverts d'esprit d'avoir, parce que sinon les gens ils ont l'impression de le prendre pour soi, de le prendre personnellement ce que tu dis. Parce que du coup tu emmènes un autre point de vue sans pour autant dire que c'est le tien, mais tu emmènes un autre point de vue qui est différent de celui d'une personne. Le gros avantage c'est que tu as une analyse qui est complète sous différents angles. C'est ce que j'essaie de faire. Après des fois je me plante forcément, mais j'essaie d'avoir le maximum de... Là je te cache pas que là avec ce qui se passe aujourd'hui, j'essaie d'écrire sur l'incendie de la forêt amazonienne. Parce que l'incendie de la forêt amazonienne, on est tous d'accord pour dire que ça pourrait être évité. On est tous d'accord là-dessus. Mais là, ce qui m'énerve, c'est l'instagramisation de ce truc-là. C'est de voir une Instagrammeuse aux Maldives dire là, la planète, elle va pas bien. Je vois mon mec, il joue au tennis sous l'eau, il est mouillé. Elle a planté un haricot dans un coton, la meuf, quand elle était en CP, et d'un coup, elle devient penseuse pour la nature. Ça c'est des choses qui me touchent un peu. J'ai envie de leur dire, j'ai envie de mettre ça devant les gens et de dire, la nana, elle te dit, vous vous rendez compte, bientôt on pourra plus mettre un maillot de bain. D'ailleurs, Melou Bilou, je vous rappelle qu'il y a 20% sur mes maillots dans mon code promo, machin chose. J'ai envie de leur dire, merde, non, pourquoi Tu vois, là pour le coup, je sais même pas si je vais la faire cette vidéo parce que c'est un point de vue très personnel. Là, c'est beaucoup plus perso. Et quand c'est perso, en général, je le fais pas. Pourquoi ? Parce que je pense que ça n'aide pas. Ça peut quand même emmener un avis différent, même si c'est le tien du coup parce que tu le partages comme étant le tien. Mais ça peut emmener un point de vue différent aussi. Ouais, mais
fait, je me sens pas assez important dans le monde pour venir dire voilà mon point de vue. Ok. Et je vous le donne. Et soyez derrière moi, mes fidèles. Je ne vois pas, tu vois, je me vois pas comme ça. Si j'arrive à montrer des choses absurdes dans une situation, je vais le faire. Enfin, de la vidéo sur Georges Clooney. Ouais. Sur le boycott. Ouais. Bah, du coup, on peut en parler. Ouais, ouais, bien Qu'est-ce sûr. que tu penses du boycott? Je devais avoir 8 ans. J'étais dans la voiture avec mon père et les États-Unis avaient boycotté le camembert français. Ouais. C'était, tu vois, c'était il y a 10 piges, 20 piges même. Et peut-être un peu moins. Et je suis dans la voiture avec mon père et mon père dit tiens, écoute les infos et tout. Tu vois, c'est pas normal, les Américains ils boycottent le fromage français pour nous emmerder. Nanana. Il dit tu vois, ce qu'il faudrait, c'est qu'en France on boycotte les produits américains. Et je dis ouais, t'as raison papa, ouais. Mon père il dit ah t'es d'accord? Je dis ah ouais, je suis totalement d'accord. Il dit bon, à partir de maintenant, on n'ira plus jamais au McDo. Je dis wow, vas-y mollo. Et du coup tu vois, c'était intéressant à cette époque-là de me dire ok, donc quand un sujet est extérieur à toi, tu vas être engagé. Dès qu'il te touche, wow, tu vas prendre du recul là-dessus. C'est seulement un engagement personnel. Exactement. D'un seul coup, tu vas le prendre différemment. Et là, c'est exactement comme ça. Alors là, c'est coup de chance, hein, parce que c'est dans ma tête que ça se déclenche. Mais quand je vois 50 minutes inside, émission qui est sur les stars, je sais pas quoi, qui vient dire Georges Clooney, je sais plus qui c'était l'autre. Genre, c'était pareil. Il y avait Georges Clooney, le vendeur de café. Ouais, l'autre, qui c'était? Je sais plus qui c'est. J'ai pas Je crois que je me suis retenu. focalisé sur Georges Clooney parce que c'était le plus visuellement fort, qui vient dire boycottons tous les palaces du sultan de Brunei. J'ai envie de lui dire, bah, t'inquiète pas, nous on s'en occupe. Il n'y aura pas de problème. Genre, tant qu'on boycotte pas le camping, nous on est tranquille. Et quand il a dit ça, enfin, déjà, lui, ils le disent, ok, il est dans un autre monde, il gagne des millions d'euros. Je peux comprendre que tu sors de la vraie vie. Mais comment un média avec des gens, enfin TF1, il n'y a pas que des millionnaires qui bossent là-bas, les mecs à la rédac, ils sont 20, il y en a forcément un à un moment donné qui a dû dire au gars, les mecs, on est sûr là quand même, parce qu'ils boycottent les trucs où personne ne va quand même. Et non, ils ont sorti ça et tout le monde était là, putain, bravo Georges Clooney de boycotter. Ah oui, ils boycottaient les palais du sultan de Brunei parce qu'à Brunei, les homosexuels pouvaient mourir, étaient considérés comme des gens ayant droit à la peine de mort. Donc sur le fond, pareil, tu dis ok, sur le fond, bah, on est tous d'accord, bravo Georges. Mais quand t'as fini d'applaudir, tu dis bah attends, on l'applaudit parce que lui il va pas dans les palaces, mais personne va dans les palaces. Donc tu vois, c'est ça que j'aime, c'est trouver un angle où que personne n'a pris, ou qu'on n'attendait pas, tu vois. Ouais. Genre, Et waouh. parler de choses que les gens n'ont pas parlé. Ouais. Voilà. Mais aussi parler des sujets comme ça peut être un risque. De comment tu gères le risque? Parce que tu sais que forcément il y a des gens qui vont dire, ils vont tout simplement te dire que en gros ce que tu racontes c'est plus ou moins des conneries dans le sens que bah, regarde c'est bien ce qu'il fait, pourquoi contredire ce qu'il fait? Donc c'est quelque chose qui peut arriver, donc il y a une prise de risque dans ce que tu fais. Ouais. Donc la question c'est comment tu gères tout ce risque? Est-ce que tu t'en Fou. détaches totalement? Ça va dépendre. Ça dépend des sujets. Il y a des sujets où je vais me dire... En fait, je relis ma vidéo et j'essaie moi-même de m'attaquer. Tu vois, en lisant mon sujet, Intéressant. je me dis, ah, là, je suis attaquable. Là, en disant ça, je suis attaquable. Donc la phrase juste derrière, boum, j'essaie de me dédouaner de ça, de dire, ok, ou de trouver le contre-exemple qui va marcher. Et j'essaie du coup d'anticiper ce que les gens vont dire dessous. Des fois, je me plante. Ça m'arrive de ne pas y arriver. Et quand je fais des sujets très... comme le véganisme, par exemple, j'ai fait une vidéo sur les véganes extrémistes. Et ça a été très long à faire. Parce que avant que moi-même j'intelligibilise le truc que, attends, les gens à qui j'ai eu affaire, ce sont des véganes extrémistes qui viennent considérer que toi, humain qui ne pense pas comme lui, tu es mauvais et tu mériterais la mort par rapport à un chat. C'est des gens qui sont dans l'extrême déjà. Et il m'a fallu du temps pour comprendre. Et dans la contradiction. Parce que nous sommes, en tant qu'êtres humains, des animaux. C'est quelque chose qui ne se remet pas en question, sauf qu'on se voit en tant qu'être humain. Donc du coup, on oublie qu'on est des animaux. Ouais. Et donc du coup, on se voit supérieur. Mais en rejetant un humain, tu rejettes des personnes de ton combat. Ah, je l'ai dit moins intelligemment. Mais j'ai dit, je crois dans la vidéo, je dis... Les véganes, ils veulent sauver les animaux, mais pour me défoncer la gueule, là, il y a du monde. Je crois que c'était un peu la... Ouais, c'est dit comme ça, mais c'est plus beau. C'est beaucoup plus beau. Ouais, c'est ça. Mais c'est là que c'est paradoxal. Mais c'est comme il y a le sujet sur lequel... Enfin, les véganes, là où je me suis fait le plus attaquer, sur Twitter et tout, ça a été costaud. Ça a été tempête un peu. C'est parce qu'il y a un point de vue végane qui est de dire le véganisme aujourd'hui, on ne le considère pas. Comme il y a 500 ans, on ne considérait pas l'esclavage. Ouais. Et donc, dans 500 ans, on aurait évolué. Et de la même façon que l'esclavage a évolué vers une prise de conscience,
on arrêtera de traiter les animaux en esclaves et on les traitera différemment. Du coup, tu vois, quand on te dit ça, tu te dis mais n'importe quoi, mais oui. Mais sur le plan de l'idée, là, moi j'ai pris ça en disant ok, donc concrètement, vous êtes en train de comparer les noirs à des canards. Et là, concrètement, vous êtes en train de faire du racisme parce qu'un noir n'est pas un canard, un chien ou un n'importe quoi. Du coup, en retournant l'argument contre eux, là, ça a été très violent sur Twitter. Très, très, très violent. Là, ça a été c'était appel au meurtre. Hein. C'est boycotter toute sa chaîne, partagez-le en masse, cet enfoiré, nanana, nanana. Mais c'est là que je me dis, c'est dommage parce que, à la limite, trouver quelqu'un en face qui va faire avec moi ce que je viens de faire avec vous et attaquez-moi. Je pense qu'une fois que tu es concerné par le sujet, tu as forcément moins de recul sur la chose et du coup, tu as plus de mal à trouver des angles. Tu vois, si demain j'ai une fille. Parce que tu prends la chose personnellement. Exactement. Toi, je me dis, si demain j'ai une fille et qu'elle se fait violer dans la rue, que je vais devoir argumenter sur le viol, ça m'étonnerait quand même que j'arrive à trouver des mini-arguments en disant c'est quand même une maladie, le viol, le mec ne peut pas s'en empêcher, il y a des mecs pour qui c'est une maladie, il faudrait les soigner plutôt que. Ça m'étonnerait que ce jour-là tu penses comme ça, tu vois. Tu es touché. Donc forcément tu dois être beaucoup plus violent. Et c'est ça qui est dur aussi des fois quand je traite des sujets, c'est de me dire prends du recul et ne sois pas touché. Tu vois, garde la distance. Ouais, là c'est compliqué. Comme quand c'est le féminisme en ce moment, mon vrai. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? C'est très dur. Ça, c'est très dur. Il faut le prendre avec des pincettes. Ah ben celui-là, c'est le pire. Ça et la religion. C'est les deux choses, ouais, le féminisme, je n'ose même pas encore y aller. Et pourtant, Dieu sait que j'ai un argumentaire. Mais c'est un peu dommage aussi, du coup. Enfin, je peux comprendre totalement, parce que du coup, tu acceptes volontairement d'être vulnérable et de sûrement te prendre des claques. Ouais. Mais c'est intéressant d'avoir des gens qui osent prendre la parole sur certains sujets. Moi, je l'ai fait, par exemple, par rapport à tout ce qui est Dieu. Ouais. Alors, c'est plus, je donne un point de vue différent, mais je donne aussi le mien pour le coup. Je donne mon point de vue par rapport à la situation. La religion, je l'ai fait aussi, mais plus pas dans le sens de la religion elle-même, mais du conditionnement qu'on a nous en tant qu'êtres humains par rapport à des textes, etc. Ouais. Donc, c'est un point de vue qui est légèrement différent. Mais quand, personnellement, j'ai sorti des vidéos comme ça, et c'est dommage, en fait, je trouve, d'être dans cette dynamique. J'ose pas, je vais peut-être formuler la chose différemment, prendre un peu plus de pincettes. Parce que du coup, c'est dommage, parce que les gens, ils sont pas prêts à recevoir cette information. Ils vont directement t'attaquer. Ouais, mais tu sais que pour moi, c'est la preuve de l'ouverture d'esprit. Ouais. C'est que si tu es ouvert d'esprit, tu es capable de prendre un sujet comme ça et d'accepter le point de vue de l'autre. Même s'il est différent du tien. Religion, féminisme, véganisme extrémiste, c'est fini. C'est des gens qui sont trop dans une conviction ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes que c'est extrêmement compliqué de revenir en arrière. Le féminisme, là, c'est sociétal, hein, ça ne va pas durer à mon avis éternellement, parce que c'est un cycle. C'est là, libération de la femme et tout ça, ok, merci Weinstein. Mais ça va forcément revenir en arrière. On ne peut pas rester éternellement sur un truc où en ce moment on ne peut plus rien dire de mal sur une femme sans que ce soit mal pris. Sinon il faudrait ne plus rien dire de mal sur un homme aussi sans que ce soit mal pris. Déjà rien que le terme féminisme il marche pas, humanisme marche, féminisme il marche pas. Lexicalement parlant c'est le fait de prôner la femme ou alors il y a des hoministes et des féministes mais là c'est pas compatible. Donc déjà rien que d'être féministe tu pars du principe que l'homme c'est ce qui existe et toi tu viens créer un courant à côté pour défendre une minorité plus fragile. Donc déjà il n'y a pas de sens. Et après là, il y a deux nanas qui m'ont attaqué comme ça il n'y a pas longtemps, elles s'appellent Camille et Justine. Ça fait plaisir les filles. Elles m'ont attaqué, elles m'ont envoyé un message la veille en me disant voilà demain on va poster une vidéo sur toi pour dire qu'on n'aime pas du tout ce que tu fais. On m'a fait ça un truc aussi une fois. Ouais voilà, mais ils te le disent, tu vois, et je leur ai répondu, je leur ai dit c'est con les filles, plutôt que de faire une vidéo où vous allez me clasher, qui va déclencher deux voix. Une, où je ne vais pas du tout vous répondre, parce que ça n'aura aucun intérêt, vous allez vous faire tuer toute seule, parce que ce que vous allez dire ne va pas être cohérent. Deux, je vais répondre. Mais si je réponds, je vais répondre forcément avec un niveau de violence au-dessus du vôtre, parce que vous allez donner de l'argument pour que je puisse répondre contre vous. Surtout que tu as pris l'habitude d'aller chercher... En plus, ouais, franchement, et puis c'est mon kiff, j'adore ça. J'adore me dire comment je peux énerver les gens. Donc je leur ai dit, là, les filles, faites pas ça. La réponse de leur part, ça a été... on va quand même la poster. Après, si tu veux faire une vidéo, tu la fais. En gros, si tu veux faire du buzz pour nous répondre, fais-le. Mais en tout cas, nous, on va la poster. Je leur ai dit, venez, faisons plus intelligemment, faisons-la ensemble. Je viens chez vous, avec vous, vous me dites ce que vous reprochez, on le filme, on le capte, on en parle ensemble. Non, c'est mort, il n'y aura pas de ça, blablabla. Donc, elles ont posté leur vidéo.
Et c'est là que je dis que le féminisme extrémiste te ferme d'une vision, parce qu'elles sont venues m'attaquer sur le fait que souvent je fais des vidéos en perruque, en caricaturant les femmes. Ce qui est vrai, souvent je le fais. Mais souvent je fais des vidéos en moi, mais je caricature les hommes. C'est pas moi quand je vais dire j'ai trompé un tel, j'ai tué mon chat. Ça c'est pas moi, ça me paraît évident. Quand je fais une vidéo sur la prison, je suis pas allé en prison. Je fais une vidéo sur le thème des prisons. Marrante. Par contre, quand je fais une prise de position comme ces vidéos dont on parle depuis tout à l'heure, là il y a un fond de moi, là il y a un fond de ce que je peux travailler dans ma tête en me disant ah ouais, on a vu ce point de vue là mais on n'a pas vu celui-là, montrons-le aussi. Et elles se sont faites tuer sur internet parce que les gens leur ont dit mais va attaquer Booba si tu veux attaquer quelqu'un qui traite mal les femmes, va attaquer Caris, va attaquer des mecs qui dans chaque chanson disent je lui prends le cul et je sais pas quoi, va attaquer ces gens-là, va pas attaquer un mec qui il y a 2 semaines a fait une vidéo sur l'avortement pour défendre cette cause-là ou qui a fait une vidéo qui prépare une vidéo sur le harcèlement de rue, tu vois, va pas attaquer des gens comme moi, c'est pas cohérent. Qui justement apporte des prises enfin surtout que le fait que tu apportes des prises de conscience via le rire, c'est que tu vas avoir une multitude de personnes qui vont te regarder. Ouais. Il peut y avoir des personnes qui, entre guillemets, sont calmes dans leur manière d'être, il peut y avoir des personnes qui soient un peu plus violentes peut-être, mais en te regardant, parce qu'ils ont envie d'un divertissement, ils ont envie de rire, tu veux leur apporter une petite graine dans la tête qui parfois va germer, parfois pas. Mais donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être justement dans cette dynamique d'harcèlement de rue. Voilà, ça peut arriver chez certaines personnes qui vont regarder d'autres de tes vidéos et à un moment donné vont tomber sur ta vidéo. Et là, il peut y avoir un déclic et ils peuvent réaliser ce qu'ils font. Donc je trouve ça un peu dommage de se brider ou d'attaquer les gens. Après, c'est qu'on est dans une période, je pense, c'est 2019 quoi. On est dans une période où on peut plus rien dire. Il faut faire très attention à tout ce qu'on dit. J'en ai parlé dans une vidéo d'ailleurs de ça, parce qu'un jour je suis avec ma mère et je dis c'est marrant, il y a un nain. Ma mère elle dit on dit une personne de petite taille. Ouais, j'ai vu ça. Et tu vois, et t'enchaîner sur pas mal d'autres mots. Après, ça c'est ma base. Après, je réfléchis chez moi tout seul et je dis tiens, c'est vrai, pourquoi on dit personne en situation de handicap? Depuis quand on dit plus un handicapé? Depuis quand c'est devenu vulgaire de dire un handicapé? Alors que je pense que je vais voir un handicapé dans la rue, je dis vous êtes handicapé madame? Je pense pas qu'elle va s'énerver, tu vois, et me dire je pense pas. C'est 2019, c'est que je pense qu'on avance dans un truc, les réseaux sociaux aidant, dans un truc très... chacun veut venir dire non, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de dire ça, fais attention à ça. Pareil pour tout ce qui est noir, renoir. Alors là, je l'ai dit dans la vidéo aussi, depuis quand c'est... Mais c'est vraiment, c'est vraiment une insulte. Et ça, c'est installé depuis longtemps quand même, je trouve. Bah, moi, je me réveille, encore une fois, parce que j'ai pas été confronté à ça, moi, perso, tu vois. J'ai grandi avec des Noirs, des Arabes, mais en province, on n'est pas, tu vois, dans un village, on n'est pas dans les mêmes notions que de la ville ou en banlieue ou quoi. Et du coup, je me suis réveillé tard sur ça, de dire tiens, mais c'est vrai, pourquoi on n'a pas le droit de dire noir? Pourquoi quand je suis avec quelqu'un et qu'on va parler de quelqu'un d'autre, la personne va me dire mais tu sais, le mari d'Élodie, il est noir. Pourquoi elle baisse le ton, elle parle moins fort, elle fait noir. On dirait, tu sais, il était en prison. On dirait c'est la même chose. Alors que ça n'a pas du tout le même. C'est un violeur, ça n'a pas du tout la même chose. On dirait que c'est équivalent. Et noir, on peut plus. Même quand tu vas dire à quelqu'un, c'est un juif, pareil, waouh, attention où tu vas. Non, c'est un juif. Quelqu'un qui est de confession juive. Et encore là, c'est, je pense, légèrement différent parce que du coup, il y a une pression qui s'est installée. Et à travers cette pression, le fait d'utiliser ce mot, on a l'impression qu'on le met dans une catégorie bien spécifique. C'est comme moi, il y a une certaine personne que j'aimerais bien interviewer. Et si j'arrive à l'interviewer, je ne partagerai pas cette interview tant que je n'ai pas interviewé une autre personne d'une autre communauté très intéressante pour me protéger, parce que sinon on risque de me mettre dans une catégorie du fait que j'ai interviewé cette personne. Bien sûr. Donc d'un point de vue stratégique et de me protéger, parce que moi je suis neutre, je m'intéresse à tout le monde, du fait que je t'interviewe toi par rapport à toutes ces prises de conscience que tu fais, à travers le rire, et tu me fais bien rire, je dois l'admettre. Ça, c'est cool. Et voilà, du coup il y a une stratégie par rapport aux gens, certaines personnes que j'aimerais interviewer qui peuvent avoir un point de vue bien spécifique ou faire quelque chose de bien spécifique ou être extrêmement dénigré par un bon nombre de personnes. Je préfère aller interviewer une personne du mouvement qui les dénigre et interviewer cette personne. Avant d'avoir Dieudonné, je comprends. En fait, ça serait une interview tellement drôle. Voilà. Ça serait donc, une démarche stratégique pour montrer que moi je suis dans la neutralité parce que c'est le cas. Et malheureusement, tu es obligé de faire ça parce que. Et malheureusement, je suis obligé de faire ça parce que sinon, on va me percevoir d'une certaine manière qui n'est pas qui je suis. Ah, c'est certain. On est référencé plus par nos actes maintenant et jugé par nos actes plus que. Tu fais une vidéo, alors là on parle de Dieudonné, fais une vidéo avec Dieudonné, tu peux faire 1000 vidéos derrière. Non, je ne suis pas antisémite. C'est sûr que vaut mieux faire l'inverse. Hop là, une vidéo où je défends cette histoire et après je viens dire alors, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo là-dessus, maintenant on va voir le point de vue
de l'autre côté. Mais c'est dommage d'en arriver là. C'est dommage de devoir. Mais on est obligé, hein. Mais c'est dommage d'avoir sans arrêt à se justifier. Après, je crois qu'humoriste, nous, on a moins cette chose-là. Parce que, comme tu dis, c'est sur le ton de l'humour. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont le prendre comme oh, il rigole. Ouais. Il est pas sérieux. Si demain je fais une vidéo qui s'appelle J'aime pas les noirs, ça m'étonnerait que beaucoup de gens le prennent au sérieux. Tout le monde va se dire, voire même on va m'inventer il critique les gens qui n'aiment pas les noirs parce que. Rien qu'au titre, en tant que comédien, il passe mieux, on va dire c'est une vidéo drôle. Ouais. Que si par exemple moi je fais une vidéo. Ah bah ça risque pas ça de va être compliqué. Même pas les noirs, ça va être violent. Ouais, mais après ce qui est bien avec ces vidéos-là aussi, c'est que tu te rends compte que il y a des sujets extrêmement comment dire, c'est même pas populaire, c'est de la démago ouverte, c'est facile. Va dire demain dans une vidéo, on paye trop d'impôts, t'as personne qui va arriver en face et dire non, je ne suis pas d'accord, on n'en paye pas assez, c'est impossible. Ouais. Donc il y a des gens, il y a une humoriste qui s'appelle Labajon, qui est spécialisée un peu là-dedans, dans le fait d'attaquer l'État dans sa globalité et de faire des vannes là-dessus. Des bons scénarios aussi. Ouais, voilà, elle fait des bons scénarios pour montrer l'État par rapport à ci, par rapport à ça. Elle se documente beaucoup et tout. Et elle est dans un schéma de vidéo qui est, pour le coup, elle montre clairement son. Oui. Voilà, elle aime pas. Plus scénarisé, elle donne plus son point de vue. C'est très scénarisé, vraiment son point de vue, et c'est souvent très politique. Mais je pense parce qu'elle est plus âgée que moi aussi, et donc elle s'intéresse beaucoup plus à la politique. Moi, je crois que ce que j'essaie de faire, c'est d'être sur un volet social, parce que personne ne parle de social sur Internet. La politique, c'est un sujet. J'ai fait une vidéo sur Macron à l'époque des Gilets jaunes. Bah ouais, oui, tu es sûr, j'avais 6 millions de vues en 2 jours, parce que c'est Macron, au moment où on parle de Macron, les Gilets jaunes, c'est parfait, c'est le moment ou jamais. Mais les problèmes sociaux, on en parle beaucoup, beaucoup moins. Il y a plein de problèmes sociaux que j'aimerais aborder, pour l'instant, je n'arrive pas à trouver l'angle, je n'arrive pas à trouver la manière de le faire. Mais il y a plein de choses qu'on devrait, je pense, aborder, qu'on n'aborde pas, alors que socialement, ça serait hyper intéressant. D'aborder le pourquoi on te demande de choisir ta voie professionnelle à 15 ans. Âge où quand même tu n'es pas capable de savoir si tu ne te connais même pas. Mais tu sais pas quitter. Tu sais pas, tu te laisses guider par tes envies. On demande à un gosse, tu vas faire quoi plus tard? Orelsan a une punchline extraordinaire dans un texte. Il dit, on m'a demandé ce que je voulais faire quand j'ai eu 15 ans, on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Je dis, je veux me faire sucer. Oui, quand tu as 15 ans, tu vois rien d'autre que les filles, les sorties, les soirées, le foot, les potes. Et là, on te dit, bon alors, quel métier? Je me dis waouh! Moi je me rappelle me dire mais attends, je veux tous les essayer avant d'en choisir. Je ne vais pas en choisir un au pif comme ça. Et on te demande de choisir un métier à 4 ans. C'est bizarre. Je comprends après, tu ne peux pas attendre 1000 ans pour choisir un métier. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement dès le départ. Que tout petit à l'école, on te dit alors il faut t'intéresser à des métiers tu vois, j'en parlais avec un pote il y a pas longtemps, ça je vais la faire cette vidéo, c'est sûr un jour. Pourquoi à l'école, on nous fait des heures de dessin par exemple? Je dis ok. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui va devenir artiste ou ça doit éveiller quelque chose. Mais pourquoi on n'a pas un sujet à l'école qui est votre avenir professionnel? Tiens, plus tard, les enfants, vous savez que vous allez devoir travailler pour un patron qui vous payera. Et ce patron qui vous payera, voilà, vous pourrez travailler dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de ci, de ça. Il n'y a pas de ça. On est histoire géo, français, anglais, maths. On ne fait pas des cours de vie, de te dire... tu vois, je pense qu'on se rappelle tous sortir à un moment donné des études et dire waouh. Pourquoi j'ai appris ça? Ouais, pourquoi j'ai appris ça? Et puis, je vais où là? Je fais quoi? Ouais, de se sentir perdu. Ouais, de se dire, attends, ça veut dire que là, je dois aller postuler à un travail. Mais lequel? Bah ouais, on m'a jamais dit vraiment ce que je devais faire. Même moi, je me suis jamais fait une introspection de qu'est-ce que je veux faire. Je me rappelle si à l'école, on nous faisait remplir, je veux travailler dans un bureau ou à l'extérieur. Je veux travailler plutôt les maths ou plutôt le français. Et après, petit à petit, ils disaient, bon, bah, toi, tu seras journaliste, toi, tu seras machin. Ils nous créaient des boulots comme ça. Et tu vois, je me dis, tu vois, c'est des sujets, c'est dommage de ne pas les aborder. Peut-être que c'est parce que c'est pas intéressant aussi, peut-être qu'il faudrait que je le fasse et que je me dise ouais en fait c'était pas intéressant. Mais si c'est fait de façon drôle, je me dis pareil, on pourra pas m'ignorer. Tu vois, on peut plus rien dire, c'est pas vraiment un sujet de société pour le coup, c'est juste un constat. Mais si tu mets les bonnes punchlines à l'intérieur, logiquement on va dire putain il a raison, pourquoi on dit personne en situation de handicap, pourquoi on dit pas noir. Je pense que si tu après ce serait intéressant d'essayer de voir c'est quoi l'étape après pour faire en sorte de... Parce que il y a la prise de conscience de pourquoi on ne dit pas personne handicapée, pourquoi on ne dit pas noir, mais le mettre en pratique dans le quotidien. Parce que les gens, ils en rigolent, ils en prennent conscience, ils sont sûrement d'accord, du moins je l'espère, avec ces termes-là employés. Mais après, comment eux
pourraient le mettre en pratique dans leur quotidien parce qu'ils risquent d'avoir cette peur d'être jugé, Ouais. cette peur d'être mal perçu, cette peur d'être mis dans une case de « mais pour qui tu te prends ?» C'est vrai. C'est vrai. T'as des idées sur la transition? Bah, moi, je me sens pas, comme je disais tout à l'heure, je me sens pas gourou, tu vois. Je peux pas. En fait, je pense que tu peux pas être aux deux endroits. Ok, donc toi, t'es dans Je apporter pense. une analyse et après… Bah, le mec qui veut vraiment demain éradiquer le racisme au quotidien, c'est pas en faisant des vidéos sur internet en disant c'est pas bien le racisme. Je pense que c'est en étant au contact de gens qui ont des pensées racistes, de discuter avec eux, de faire revenir le truc en arrière. Mais je pense que je suis pas assez. En tout cas, c'est très intéressant ce que t'as dit, je trouve. De Parce que j'examine les mots. T'examines les mots aussi pour créer des punchlines. Moi, j'examine les mots que les gens prononcent. Et t'as pas dit les gens qui sont en contact des racistes. T'as dit les gens qui sont en contact des gens qui ont des pensées racistes. Ouais, bah oui, on n'est pas raciste. Voilà. Personne. Mais ça, c'est super intéressant. Parce qu'on a tendance à mettre les gens dans une catégorie. Violeurs, agresseurs, Ouais. racistes. Non. Ils ont certaines pensées qui leur travaillent la tête. Ouais. Et ça change. Ouais, c'est des peurs, hein, la plupart du temps. Ouais, la peur de l'autre, la peur que cette personne prenne mon emploi Ouais, voilà. parce qu'elle arrive dans mon pays, C'est ça. que cette personne prenne quelque chose. Cette peur du manque, en fait. Ouais, et puis le miroir, souvent. Mhm. Le reflet, tu vois. Ah, mais si lui prend mon travail, qui va prendre sa place? Est-ce que c'est moi qui vais prendre sa place et me retrouver dans la rue demain? Souvent comme ça, je pense que les gens réfléchissent. C'est un miroir. Toi, tu le vois, hein, toute la société, elle est miroir de toi. Quand tu rencontres des gens, des fois, tu dis putain, lui, il est vraiment bien dans sa peau de ouf. Tu parles avec lui, il a des pensées cool, il te dit. Tu sais, tous les gens qui disent vas-y, tu veux faire quoi dans la vie? Ouais, j'aimerais bien ouvrir une boîte, mais ben, pourquoi tu le fais pas? Ah, c'est compliqué en France, mec, aujourd'hui. Ah bon, j'ai 4 boîtes, moi. Ah ouais, mais comment t'as fait? Bah, j'ai ouvert. J'ai fait ce que, ouais, je suis allé, ouais, démarche. J'ai signé, j'ai ouvert, point. Et souvent, c'est le reflet de ce que pensent les gens. Comme tu disais tout à l'heure, la sécurité. Tu dis, ah ouais, t'as quitté ton emploi pour faire humoriste. Mais tu sais que Ça j'ai perce entendu pas. 1000 fois cette phrase. Mais combien d'appelés pour peu d'élus? Combien essayent et finalement se plantent? Ouais, mais je suis pas en train de vous dire que je vais essayer, en fait. Je vous dis que je vais le faire. Il y a une différence entre Ça, j'aime. essayer et le faire. Ça, j'aime ça. Je pense, hein. Ouais. Après, c'est encore comme ma façon de le voir, mais j'ai pas dit que j'allais essayer d'être humoriste. J'ai dit non, je vais être humoriste. D'une façon ou d'une autre, mais je le serai. Ouais. Tu vas trouver un moyen et pas une Ouais. excuse. Bah ouais, oui, bah ça aussi, pareil, punchline de Orelsan, très très bonne. De dire si demain tu veux faire des films, trouve un truc qui filme au lieu de dire j'ai pas de contact ou pas de matos, ça c'est un truc de victime. Je trouve ça tellement vrai aussi. Tu veux faire des vidéos, bah fais des vidéos. Ouais, t'as son téléphone. Bah Tout le monde ouais. a un téléphone. Mais clairement, t'as un téléphone. Autant l'utiliser plutôt que lui t'utilise. Exactement. Autant t'en servir pour faire ce que tu veux. Mais après, c'est pareil. Il y en a 1000 jeunes que tu rencontres qui disent je veux être youtubeur, machin. Ils veulent pas de ça, ils veulent être connus. Ouais. Et en fait, ça fascine, ce truc. Ouais, t'es connu, putain, t'es connu. Ce serait quoi les revers d'après ce que t'as… Parce que de base, du coup, t'étais dans un environnement relié à la finance, banquier. Ouais. Et t'étais pas vraiment connu, autre que Non. par ton entourage. Qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de penser et ta manière de percevoir cette célébrité que t'as eue? Bah, c'est pas moi que je suis connu. Hein. C'est qui alors? Bah, c'est ce que je montre aux gens. Oui, C'est ce mais que je donne là, en ça peinture n'empêche pas aux que… gens. Ouais. Mais c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Quand on me dit, quand je te reprends des messages de je t'aime trop et tout, je les prends avec beaucoup de ouais, merci, vous aimez ce que j'ai produit, vous aimez ce que je vous ai donné, mais vous m'aimez pas moi. Parce que sur les 100 000 personnes qui vont m'envoyer un message pour me dire je t'aime, vraiment je t'aime, je t'adore, combien il y en a qui vont supporter que je range jamais mes chaussettes quand je suis à la maison, tu vois, je les fous par terre et je les range. Au bout d'une semaine, je fais un constat, je dis c'est dégueulasse, et je range tout. Combien il y en a qui supporteraient ça? Très peu. Tu vois, combien il y en a qui supporteraient le fait que la nuit, jusqu'à 5h du mat, j'écris, je dors pas. Tu vois, et si je vis avec une meuf demain, elle va aller se coucher. Combien vont supporter d'aller se coucher seule tous les soirs? Alors elles me disent ah, je t'aime. Ben non, t'aimes ce que je te donne, mais t'aimes pas. Mais ça c'est changeait pas quand même ça. une certaine partie de ta personnalité ou pas du tout? Le fait fait de- d'être reconnu. Ouais. Ouais. En toute objectivité, ça m'a apaisé. Ok. Parce que quand tu quittes alors à la banque, je sais pas ce problème-là, mais quand tu quittes la banque et que tu dis à tout le monde autour de toi, je veux faire humoriste, les gens te jugent pas par ta capacité à être drôle, ils te jugent par ta capacité à ce que les autres te trouvent drôle autour d'eux. Intéressant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si demain, t'as quelqu'un qui se lance dans la chanson, toi tu dis, ah, je chante bien, mais tu vas, peut-être pas toi personnellement, je veux dire, mais la personne va attendre que les gens autour d'elle lui disent, il chante bien, pour dire, ouais, je sais, il chante bien. Il y a une espèce tu vois, il faut te faire valider Preuve par. sociale. Ouais, exactement. Je l'ai vécu ça aussi. Sur On me dit, Internet. ouais, non, bah, des gens proches de moi, Ouais. de ma famille ou des amis, qui me disaient ah, tu parles trop lentement.
Voilà. Ça va pas fonctionner. Alors, regarde, ça fonctionne pas, t'as combien de vues? Ah, t'as combien d'abonnés? Ah, ça Voilà. fonctionne pas ce que tu fais. Et un jour, Et un jour, ça fonctionne. et là on dit tiens, tu Ouais. m'apaises, j'adore tes vidéos. Il y a un truc apaisant, il y a un truc. Ouais. Tiens, vous étiez où, bande de crevards, là, il y a 2 ans, quand tout le monde disait que j'étais une merde. Mais il y a de ça. Quand tu es reconnu, je pense que d'un seul coup, en fait, ça te valide. À une époque, je pensais que ça me validait aux yeux des autres, mais faut pas se mentir, tout le monde s'en fout de la vie des autres. Il y a pas de... Personne se lève le matin en se disant putain, qu'est-ce qu'il fait Nino aujourd'hui? Personne, zéro. Même ma mère, elle fait pas ça. Mais il y a un côté, tu te dis putain, s'ils me reconnaissent et qu'ils aiment ce que je fais, je m'auto-valide en fait. Ça veut dire que, ok, je fais ce qu'il faut pour que ça avance dans le bon sens. Et surtout, il y a ce côté, je pense, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés sur Internet maintenant, beaucoup, tu vois, 400 000 sur YouTube, je sais que c'est un gros chiffre, je m'en rends compte. Même si je ne le vois pas dans mon quotidien, je sors de chez moi, il n'y a pas une foule de gens qui m'attendent, tout le monde s'en fout. Hein. Mais je sais que c'est un gros chiffre. Je sais qu'il y a un gros chiffre de gens qui vont voir mon travail à chaque fois que je vais poster quelque chose. Et encore plus même, qui voient ton travail. Ouais, il y en a plus, ouais. Parce qu'il y a des gens, ils s'abonnent pas, il y a des gens, ils regardent sans s'abonner, même ils n'ont pas de compte YouTube. Enfin, ouais. Il y en a quand même pas, non? Ouais, bah, si chaque vidéo fait plus d'1 million, c'est que c'est beaucoup. Mais ça, tu le vois pas. Tu t'en rends pas compte au quotidien. Ouais. Tu vois, le soir, quand tu es devant ta télé et que tu écris ta phrase, tu te dis pas, il y a, je sais pas comment ça fait, 1 million, ça doit faire 10, peut-être plus, 10 ou 15 Accor Hotel Arena qui vont regarder la vidéo. Tu te dis pas ça. C'est marrant, Ça fait bien plus même. c'est marrant la comparaison. 100 Accor Hotel Arena, ça doit faire. Ça fait un truc comme ça. 100 fois l'Accor Hotel Arena qui regarde ta vidéo. Tu te dis pas ça. Je pense que tu continues à te dire, putain, est-ce que cette idée est bonne? Est-ce que... Je crois que quand j'écris, moi j'écris pour une personne, j'ai l'impression. Est-ce que si je raconte ça à quelqu'un, il va rire et il va me dire c'est intelligent? Pas si je suis devant toute une foule et que je fais non, tu réfléchis à l'unité. C'est intéressant. Et du coup, le dernier truc qui est fondamental pour le fait d'être reconnu, c'est que je me rappelle poster les premières vidéos, tu la postes et tu t'assois dans... Moi je faisais ça. Je m'asseyais dans un coin chez moi comme ça, je coupais tout, internet, tout, et je bougeais pas et j'attendais. Et parce qu'il y a un phénomène qui est extrêmement pervers avec les réseaux sociaux, c'est que quand tu te lances dans un truc comme ça, tu sais que toutes les personnes que tu as connues, croisées, rencontrées depuis que tu es né, vont aller voir ce truc-là, ne serait-ce que pour dire « Alors monsieur veut être humoriste, voyons ». Et ils vont pas vous regarder le sketch forcément. 50 vues, d'accord. Ouais. Ah bah, ça marche pas fort. Hein. Et puis après dans ton dos, t'as vu, Ouais. il essaie, mais bon, j'ai regardé 2 minutes, j'ai pas réussi à tenir, c'était nul. Et après, une fois que tu passes les millions, là, tu revois les mêmes personnes. Tu te dis, putain, c'est top, j'ai regardé celle-là, elle est géniale, alors vraiment, nanana. L'histoire de la validation par les autres, en fait. Ouais. Tu es validé par un collectif, donc ça va mieux. Ouais. Je pense que c'est ça. La vraie... Après, c'est ce que j'essaie de dire aux jeunes quand je fais des interventions à droite, à gauche. On dit, franchement, si vous faites ce que vous faites parce que vous voulez être connu, ça ne marchera jamais. Ça va marcher un temps, c'est sûr, mais ça ne marchera pas éternellement parce que vous allez chercher à être connu. Tu n'auras pas l'envie de le faire. Exactement. Vous n'allez pas avoir à un moment donné une envie de défendre quelque chose qui va vous faire tenir dans le temps. Vous allez vouloir être connu. Vous allez être connu parce qu'aujourd'hui c'est facile d'être connu. Prends un œuf, casse-le et aspire le jaune d'œuf par le nez. Je te garantis que tu vas faire 1 million de vues. À ne pas faire. Ouais, à ne surtout pas faire, mais tu vas le faire ton million de vues. Tu vas faire, c'est sûr. Tu vas avoir du jaune d'œuf qui va sortir des yeux et tout le monde va te regarder. Tu vas être connu pendant 1 jour, 2 jours. Mais le but, je pense, c'est pas d'être connu, c'est d'être reconnu pour quelque chose que tu apportes à des gens. On te reconnaît comme... Du coup, c'est quoi l'impact que tu veux avoir? Que je veux avoir? Ah, ça, c'est chaud. Parce que c'est pareil, on ne décide pas, tu as vu de ce qu'on fait, tu le vois au quotidien. Tu décides pas de là où ça t'emmène. Imagine la vidéo du harcèlement, je l'ai faite et elle marche pas. Je crois que j'aurais arrêté YouTube. Parce que j'étais à une période où ça faisait 1 an que je faisais des vidéos drôles et que ça marchait pas. Enfin, Donc tu faisais des vidéos durant pendant 1 an? 1 an, j'ai fait une vidéo par semaine, Ok. des podcasts, et ça marchouillait, quoi. Ça faisait 3 000, 4 000 vues, 5 000 vues, 6 000 vues. Ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, je suis parti en saison, l'été, pour me changer les idées. Et c'est en revenant, j'ai dit, j'en ai rien à foutre d'avoir une chaîne humour. Si je veux faire demain une vidéo pas drôle sur un sujet qui me touche, je le fais. Et puis j'ai fait celle-là, et c'est là qui a tout lancé. Et je pense que si je ne l'avais pas fait, c'est possible que quelques semaines plus tard, moi, j'aurais dit, bon, allez, on arrête. Ça sert à rien, de toute façon, ça marche pas, donc on arrête. Donc tu vois, c'est le fait d'avoir fait cette vidéo harcèlement qui déclenche des réactions des gens qui sont 1000 fois plus fortes que le « ouais, t'es trop drôle ». C'est 1000 fois plus fort, le pavé d'une personne qui prend du temps pour te dire « voilà, ça me touche parce que moi j'ai vécu ça. » Waouh, c'est beaucoup plus fort émotionnellement et donc ça te donne envie de refaire des vidéos comme ça. Donc après... Ça met un sens aussi. Ouais, terriblement. C'est exactement le mot.
ça te met un sens de voir. Alors après, tu as les insultes, mais les insultes sont là pour le coup, ça devient l'inverse des vidéos habituelles. Tu sais, habituellement, comme je disais tout à l'heure, tu vois 1000 commentaires positifs, un négatif, ça te touche. Mais là, dès que tu as 1000 femmes qui viennent te dire merci d'avoir dit ce que tu as dit en tant qu'homme sur l'avortement, par exemple, ou sur Yann Moix. Et je fais une vidéo sur Yann Moix pour Oui, dire, c'est lui qui aime les jeunes les jeunes femmes. Ouais. Lui, il aime les jeunes femmes, mais il dit donc que les femmes de plus de 50 ans sont périmées, mais lui-même a plus de 50 ans. Ouais. Donc pareil, on est dans un système compliqué avec lui. Et ben lui, le nombre de femmes qui t'écrivent pour te dire putain, mais merci parce d'avoir pris la parole, Ouais, surtout en tant qu'homme. exactement, en tant qu'homme, d'avoir dit tôt ou tard, je vais avoir 50 piges et je vais être avec des meufs de 50 ans. Mais c'est une logique quasiment imparable. Les réponses de femmes dire merci de dire qu'on n'est pas périmé à plus de 50 ans, merci de dire qu'on reste des femmes, qu'on a le droit d'être aimé, qu'on a le droit d'aimer, qu'on a le droit de qu'on n'est pas changeable ou interchangeable parce qu'on est plus jeune, merci de l'avoir dit. Ça fait hyper plaisir. Parce que de base, c'est juste un point de vue perso, se dire, tu vois, pareil, tu regardes la télé, tu dis mais il est con ou quoi. Il a été dire dans Marie-Claire, les femmes de plus de 50 ans sont périmées. Dans Marie-Claire. C'est pas le journal de Mickey, c'est Marie-Claire. Il n'y a que des meufs de plus de 50 ans presque qui lisent ce journal. Et il a été là-dedans, tu vois, elles sont périmées. Il faut être vraiment con, de con. Et là, tout le monde l'attaquait pareil en disant ouais, t'as pas honte de dire ça, nanana, les femmes, blabla. Et moi pareil, j'ai pris l'angle légèrement décalé. J'ai pas dit t'as pas honte de dire ça sur les femmes. J'ai dit mais qu'est-ce que t'es con parce que toi-même t'as 50 ans. Et du coup, mon axe c'était plus de dire. En fait, t'es toi-même ce que tu critiques, plutôt que de dire ouais, c'est pas bien ce que tu critiques. Et ouais, c'est ça, tu vois, c'est hyper touchant de voir des gens qui n'ont pas la parole. Tu sais, on l'a vu avec les Gilets jaunes, cette crise des Gilets jaunes, elle m'a fasciné. J'ai passé des journées entières devant la télé. D'abord, elle m'a fasciné par le côté burlesque du mouvement. Je me suis dit, ouais, des mecs qui manifestent en faisant des chenilles sur des ronds-points. Alors là, on a atteint un level de manif en France. C'est-à-dire que tu as des pays, les manifs, ils savent pas ce que c'est, ils croient que c'est la guerre. Nous, on fait des barbecues, on fait des chenilles. Ouais, c'était ça les manifs. J'ai trouvé ça extraordinaire, je trouve ça drôle. Et puis après est arrivée la partie plus merde, c'est drôle. Mais merde, c'est quand même des gens qui vont pas travailler la journée ou parce qu'ils ont pas de travail ou qui travaillent et qui viennent le soir au rond-point pour montrer ah merde, c'est plus tendu. Et après en avançant, c'était hyper intéressant parce que cette crise des Gilets jaunes, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus une crise de on veut se faire entendre, on veut qu'on nous voit presque. Tu sais, il y avait des émissions à la télé avec 50 mecs qui passaient les uns derrière les autres, chacun venait raconter son problème. Ouais, parce que moi, je sais pas quoi, ouais, moi ma vie, ouais, moi je paye des impôts, ouais, moi ma fille, elle peut pas aller machin. Chacun venait raconter ça. Et j'ai eu l'impression en tout cas que c'était on est une période quand même où Internet a changé les choses. On peut pas dire que ce soit en bien ou en mal, de toute façon c'est comme ça. Mais aujourd'hui, tu vois, comparé à nos parents, aujourd'hui tu peux voir qu'à l'autre bout du monde, il y a un gars ce week-end qui a gagné 3,5 millions au casino en mettant 100 000 euros sur le numéro 32. Ça, tu le vois ça aujourd'hui, tu vois. Et donc dans ta tête, ça déclenche forcément ce truc de putain, si un jour on va au casino, waouh, je peux changer ma vie en mettant de l'argent sur le truc. Je suis sûr que ça nous construit différemment de nos parents qui vivaient. Tu vois, on parle en ce moment, ouais, la nouvelle génération, infidélité, ouais, ils baissent partout, ils veulent plus être ensemble, etc. Mais je pense que c'est quasi obligatoire qu'on en soit dans un système de consommation sexuelle, dans la mesure où on est dans un système de consommation pour tout le reste. Tu vois, nos grands-parents, ils étaient ensemble parce que ils étaient voisins. Je dis, bah, tu vas te marier avec la petite. Là, putain, j'ai 10 piges, vous êtes sûr? Ouais, j'espère qu'elle va bien se conserver. Bah, tu vois, tu te dis, ouais, t'étais marié là. Voilà, c'était ça le mariage. Et puis petit à petit, on a évolué, quoi. Maintenant, Internet a tellement rapproché les frontières que ça nous montre ce qui se passe partout. Mais du coup, ça crée à la fois du lien social entre plein de gens, mais ça crée des frustrations extraordinaires. Ouais. Quand tu vois, là, en ce moment, Billionnaire, je sais pas quoi, là, un mec qui fait une émission de télé-réalité avec sa meuf. Alors elle aussi, elle vient de télé-réalité, je n'ai bien compris. Lui, il a monté un site de paris sportifs. Il est millionnaire, il a 22 ans. Il te montre ça à la télé. Et il est là, ouais, bon, monter un site de paris sportifs, je suis millionnaire, j'ai 22 ans. C'est obligatoire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il va y avoir une multitude de trucs, de boîtes comme ça qui vont sortir. Parce que plein de gamins là, de 17, 18 vont regarder ça et dire putain, il est millionnaire. Mais les gars, ça se passe pas comme ça. En fait, l'avantage, c'est qu'on réalise des possibilités. Exactement. Qu'on ne pouvait pas réaliser avant où on était dans notre petite campagne, entre guillemets. On voyait juste le périmètre autour, ce que font les voisins. On ne réalisait pas qu'il y a un mec comme ça, juste en faisant 2-3 clics, ou juste en rentrant en relation avec différentes personnes qui a créé telle chose. Et maintenant, on a côté positif. Côté positif. Et côté négatif, je suis sûr, cette espèce de frustration qui se crée chez des... Tu vois, je me dis, la caissière ou le caissier qui est toute la journée à sa caisse, je l'ai fait, c'est pour ça que je dis ça. Je me rappelle être là, bip, 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 bip. Tu as une pause, tu regardes ton téléphone et tu vois
l'influenceuse, ouais, mes chouchous, mes loulous, je suis aux Maldives, voilà, je fais partager mes vacances. C'est évident que ça crée une un frustration. sentiment de frustration énorme en toi. Et, alors, à la fois, ça te pousse à faire des choses, mais si je pense que c'est vraiment ça sépare deux catégories de gens. Ceux qui, du coup, prennent la vague en mode, si eux le font, pourquoi pas moi? Et ceux qui prennent la vague en mode, regardez tous ces enfoirés qui vivent bien pendant que moi je vis mal. Je vois pas comment ça peut créer une vague intermédiaire de bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je pense qu'il y a vraiment, ça se sépare en deux groupes. Et ça, pour ça, Internet est très délicat. C'est pour ça aussi que les sujets polémiques, tu vois, il y a une vidéo que je prépare qui s'appelle 10 hommes possèdent 80% des richesses mondiales. Les 10 hommes les plus riches du monde, apparemment, possèdent 80% des richesses mondiales. C'est ouf quand tu penses. C'est passionnant. Ouais. 10. C'est incroyable, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 10 personnes. On pourrait être là. Il pourrait être sur un canapé. C'est 10 personnes qui détiennent les 80% des richesses mondiales. Par filiale, par ce que tu veux, énergétique. C'est incroyable. Et ça, je me dis d'aller traiter ce sujet-là. Je ne sais pas encore comment je vais le traiter parce que c'est pareil, je veux pas non plus que mes vidéos soient des propagandes de haine. Tu vois, que les gens se disent « Ah ouais, putain, faut aller tuer les patrons ». Je veux pas que les gens se disent ça, mais je me dis, putain, c'est des sujets, c'est hyper intéressant. Ou même ce qu'on disait à l'instant, de dire, tu sais, le nombre de fois où je croise des potes qui me disent, je leur dis, ah, alors tu fais quoi maintenant? Ah, bah, boulot normal, quoi, hein, tu connais. Hein. Bah, ouais, mais. En gros, quelque chose que j'aime pas. Ouais, voilà. Ça veut dire que j'aime pas ce que je fais, mais c'est comme ça. Hein. Toi, t'as de la chance, mais nous, on n'a pas cette chance-là. Quoi. Ouais. Et cette sorte de chance, moi j'ai du mal, hein, parce que les gens en général qui disent... Enfin, je pense qu'on a dû dire que tu as eu de la chance. Ah oui, tu as eu ce buzz. Certes, tu as eu ce buzz, mais pour avoir ce buzz, tu as écrit combien de sujets? Tu as partagé combien de vidéos? Ouais, c'est vrai. Tu as passé combien d'heures à travailler avant? Des centaines. Dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Ouais. Et donc la chance, ça n'existe pas. La chance, il y a cette citation, je ne sais plus c'est qui le nom. C'est marrant, mais plus je travaille, plus j'ai l'impression que j'ai de la chance. C'est très drôle. C'est marrant. Je travaille, j'ai de la chance. C'est très drôle. Plutôt cool. Bah, il a raison. Je sais pas qui c'est encore une fois, mais il a raison. Hein. Parce que. Mais encore une fois, c'est ce côté, tu te rassures du miroir. Ouais, mais toi, tu as eu de la chance. Ouais. Moi, je l'ai pas eu. Et du coup, c'est pas ouais, mais toi, tu as abandonné ton travail pour bosser un truc que tu kiffes. Non, c'est ouais, mais tu as eu du bol. Donc, et ça te renvoie au fait, ah ouais, moi, j'ai pas cette chance. Donc, c'est plus facile de trouver une excuse plutôt que de faire des sacrifices et de prendre des risques. Ouais, clairement. C'est comment tu te rassures dans ta situation et tu dis, bon, bah, c'est comme ça, bah, j'ai juste à l'accepter. Ouais, clairement, c'est ça. Je pense que c'est exactement ça. C'est le fait de l'accepter. Tu as dit le mot. C'est exactement ça. Et vu que tu es sur les réseaux sociaux, une petite question qui m'intrigue, c'est par rapport à l'addiction aux réseaux sociaux. Ouais, putain. Je sais pas si tu as déjà fait une vidéo. Et si non, pas mais le cas, j'y suis. Hein. Tu te sens addict? Ah ouais, c'est dans mes résolutions, là, je t'ai dit cette année. Là. Ouais. Ah, vraiment. Mais c'est violent quand. Je pense que c'est comme la clope ou une autre drogue, quand tu en prends conscience. Quand tu prends conscience que tu es en manque. Tu te dis, ah putain, j'ai pas vu. Et encore là, tu vois, ça fait 2 mois que je fais plus de vidéos parce que c'est les vacances, j'ai fait le Festival d'Avignon. Du coup, j'ai quasiment plus de likes par jour, j'ai plus de vues, j'ai plus rien. Enfin, j'ai plus de vues à l'échelle de ce qu'on a aujourd'hui, tu vois. Donc, je vais faire des vues, mais très très peu. Du coup, j'ai plus trop de messages et ça fait du bien. De plus toutes les 2 secondes aller voir combien. Ah, il y a encore 500 abonnés de plus. Ah, il y a 1000 abonnés de plus. Ah. Moi, je crois que je suis vraiment dans cette addiction. Et là, comme j'ai pris un creux de cet été, j'en ai pas eu. J'ai dit à la rentrée, la journée quand je bosse, téléphone éteint et posé sur le côté, mon ordi déconnecté d'Internet. Et je bosse tout seul. Et tu bosses plus la nuit, du coup? Ouais. T'es pas quelqu'un du... Enfin, je te voyais pas du matin dans tous les cas. Non, pas trop. C'est pour ça qu'on avait programmé de faire ça le matin. Ouais. Je me suis dit, oula. Non, je serais venu. Alors, elle était comme ça, mais je serais venu. Non, pas trop. Mais pareil, par la force des choses. C'est pas choisi. C'est que, en fait, entre minuit et 5h du matin, c'est le seul moment. Je croyais que c'était ça jusqu'à il y a 1 semaine ou 2. Mais non, c'est le seul moment en fait où tout le monde dort. Donc personne ne t'écrit. Il se passe rien sur les réseaux sociaux. Personne ne poste rien à droite à gauche. C'est pas là où tes stats, tu vois, les gens regardent tes vidéos, donc mettent des commentaires. Il se passe rien en fait entre minuit et 5h du matin. Si ce n'est les gens qui dorment et ceux qui sont en boîte. Et donc c'est calme au niveau internet. Et ben c'est le meilleur moment. Le pire moment de ma journée, c'est entre 17h et 21h. Là, c'est l'enfer. Là, ça sonne de partout. Tu as beau couper les alertes. Tu y retournes, tu check et ouais, boum, 1000 vues de plus, 3000 vues de plus. Et en fait, c'est pas moi qui ai choisi, je crois. Ça fait un peu artiste de dire ouais, la nuit et tout. Je travaille mieux, je suis inspiré. non, c'est pas vrai. Non, si j'étais capable de me lever à 5h, je pense que ce serait pareil. Parce qu'en soi, c'est relié à cette addiction que tu dis. Ouais. Parce que du coup, tu peux très bien, par exemple, bosser le matin ou l'après-midi. Ouais. Si c'est pas relié à l'inspiration,
du moment. Tu peux très bien bosser dans la journée. Bien mais sûr. c'est juste que tu te sens addict à ton téléphone Ouais. pour besoin de checker. Ok. Ah, c'est clairement ça. Mais ça, c'est comme cool les mecs aussi qui disent, de l'admettre aussi. Enfin, moi, je trouve ça bien, surtout en fait, quand tu es reconnu, d'admettre une addiction, Ouais, ça a un impact phénoménal aussi sur les gens. Parce qu'ils réalisent que. Ils peuvent réaliser qu'eux-mêmes sont addicts. ouais. Parce que parfois, on se voit de la face, on n'ose pas le dire, parce qu'on a l'impression qu'on va baisser l'estime qu'on a de nous-mêmes, se dire Ouais. addict. Ouais, C'est pas j'avoue, forcément le cas, mais non, je vois on ce que tu veux peut. dire. Du coup, remarque, je préfère admettre cette addiction que genre si j'étais cocaïnomane, je crois. Je pense que j'aurais plus de mal. Je ferais, non, ça va. Mais là, c'est pas encore considéré comme une addiction, tu vois, Mm. violente, du mec qui arrive pas bien, il me faut mon téléphone. Et pourtant, je pense que ça a les mêmes effets. Mais après, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quand tu es serein dans ta tête sur ce que tu es, je pense que ça va. Ouais, je me sens pas. Tu vois, dire que ouais, je suis addict, concrètement, je suis vraiment addict. Je peux pas me passer le téléphone une journée. Si pendant une journée, j'ai pas de téléphone, je l'ai fait en vacances, je suis vraiment en manque. Le soir, je rentre chez moi, j'attendais d'être à l'hôtel en me disant putain, il faut que je je suis pas bien. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Et c'est pour ça, là, j'ai dit, ouais, désintoxication solo à partir de septembre. Et je suis sûr que je peux y arriver, c'est pas compliqué. Il suffit de l'éteindre, en fait. Avec de la volonté, tout est possible. Ouais, volonté, ouais, exactement. Mais c'est le même principe que les mecs qui fument des clopes qui disent ouais, je vais pas en soirée parce qu'il y a tout le monde qui fume, ça me donne envie de fumer. Mais c'est la même chose quand je dis ouais, je travaille la nuit. Parce qu'au final, c'est les autres qui ne sont pas là pour me donner envie d'être dessus et de répondre et tout. Mais après, c'est un cercle vicieux aussi parce que là où j'ai le plus d'inspi, c'est quand je suis sur les réseaux. Tu es sur les réseaux et d'un coup, tu tombes sur une Surtout que info. si tu regardes tout ce qui est actualité. Et voilà. Et, tout le monde dit ouais, Facebook c'est devenu un réseau social pourri. Moi, je passe plus de temps sur Facebook que sur n'importe lequel réseau. Parce qu'il y a de plus en plus, il y a pas mal d'articles différents Exactement. partagés. Ouais. C'est parce que tout le monde aujourd'hui, c'est devenu un réseau de partage d'actu, alors que sur Instagram, c'est un réseau de culte de la personnalité, tu vois. Et donc, j'y vais pas. Franchement, sur Instagram, je suis personne, j'y vais pas du tout. Je regarde rien ni personne. Par contre, ouais, Facebook, je passe en revue et Juste actu, ouais, tu vois des tas de trucs. C'est hyper intéressant du coup parce que tu as une espèce de flow ininterrompu d'actualité ou même tu vois une tendance. Gilets jaunes, mon réseau était rempli de trucs gilets jaunes. Du pour et du contre, mais c'était plein à craquer. Ouais. Tu vois. Et donc ça te donne, je pense, aussi un état d'esprit, enfin un indicateur. Tu dis, la société, elle en est un peu là. Ok, là aujourd'hui, le vrai sujet brûlant, c'est les gilets jaunes. Alors, en même temps, difficile de passer à côté, tu vas me dire à l'époque, mais je Là, pense... du coup, qu'est-ce que tu penses d'ailleurs Parce que c'est marrant parce que j'en parlais juste avant avec Gilles Lartigot, Ouais. qui était là pour l'interview, du fait que les gens, quand un message important, ils se font un peu effacer. Et si tu prends les Gilets jaunes, le mouvement est toujours présent, Ouais. mais il s'est vachement estompé. Ouais. Non pas parce qu'il s'est estompé, mais parce qu'on n'en parle plus dans les médias. Pas, bon, médias sociaux, on en parle moins, mais si on en parle moins dans les médias sociaux, c'est que dans les vrais médias, on n'en parle plus. Ouais. Ouais. Alors, je crois après, il y a les vacances aussi un peu. Franchement, je pense que là, ça a fait. Genre, tout le monde a dit, les gars, on s'est pris les lacrymos dans la gueule pendant On fait une 3 pause. mois. Venez, on souffle un peu. Parce que moi, j'avais fait des manifs quand j'étais petit avec mon père, parce que du coup, syndicaliste. Syndicaliste, ouais. Et je me suis retrouvé une fois face au CRS. J'avais 18 ou 19 ans. Et waouh, comment c'est impressionnant. Waouh, c'est des mecs en armure, Ouais. ils sont immenses. Quand ils avancent vers toi en marchant, déjà, tu te dis s'ils m'attrapent, c'est fini pour moi. Donc les mecs se sont fait charger pendant 1 mois, 2 mois. Je pense que franchement, déjà, l'été a dû leur faire, entre guillemets, du bien de se dire, ouais, putain, où est-ce qu'on en est. Mais par contre, oui, après, les médias, c'est encore un autre problème, un autre sujet, j'ai traité ce truc de BFM Télé, j'ai fait une vidéo sur eux, parce que justement, c'est à cette période-là où ça m'énervait de voir toujours les mêmes actus, toujours de la même façon, et sans... Tu sens qu'il y a des sujets, le patron, il a dit « Ah, non, les gars, on parle pas de ça. » Et les gens, ils ont dit « Bon, ok. » Je pense, hein. T'as l'impression, des fois, tu te dis « Ah non, c'est pas possible que cette actu-là, personne n'en parle. C'est impossible. » Enfin, même un 3 minutes. Comment tu parles de Booba, que des mecs sont venus lui tirer dessus à la carabine à plomb pendant son clip hier soir, et tu parles pas, pour le coup, de l'Amazonie, tu vois. Ouais, c'est gros. Un mec qui s'est fait tirer, enfin on s'en fout, ils se font tirer tous les 4 matins, ils se bagarrent, ils font octogone, je sais pas quoi. Enfin on s'en fout. Par contre, la forêt, ok, peut-être que les singes ils se tirent pas dessus, mais peut-être qu'il faut en parler quand même, c'est plus important, tu vois. Donc ouais, les médias, c'est encore un autre... Parce qu'après, je veux pas tomber moi dans un truc de complotiste, de dire ah putain, Macron il est assis avec les directeurs des médias, il leur dit ça tu dis pas, ça tu dis pas. Je veux pas rentrer là-dedans parce que je suis sûr qu'il y a des enjeux bien plus importants que ça. Mais c'est vrai que plus le temps avance, plus tu te dis
putain, la partialité des médias, elle a l'air de disparaître. Parce Je que sais pas si c'est vrai. Mais... quand tu penses au fait d'un feu, tu Ouais. penses à feu de la forêt, feu d'une cathédrale, on n'en parle Ouais. pas de la même manière. Ouais, Et, c'est bizarre. Ouais. Tu vois, sans dire, tu vois, j'imagine mal Macron au téléphone dire faut pas parler de la forêt parce que pour mes dossiers j'ai besoin qu'on fasse des feuilles. Je pense pas qu'on en soit là, tu vois. Parce que ça, c'est les théories des gens, tu sais, sur Internet qui disent c'est Macron. Non, les gars, je pense pas que ça aille si loin que ça. Mais par contre, c'est étrange. C'est étrange. Pourquoi une cathédrale sans un mort, sans véritable conséquences, en fait. À part, ouais, culturellement, ok. Mais combien, tu vois, quand tu vas au Colisée à Rome, le machin est défoncé, bah, il y a encore des gens qui le visitent, défoncé, et tu dis, ouais, voilà, ça fait partie de l'histoire, quoi. S'il s'est fait défoncer, je sais pas à quelle époque d'ailleurs, mais voilà, ça fait partie de l'histoire. Pourquoi là, ça a pris une telle ampleur avec des prions pour la cathédrale, avec des gens qui pleurent devant et tout ça. C'est des cailloux, les gars. Qu'est-ce que ça en a à foutre, en vrai. Et là, ouais, un truc plus important, on en parle moins. Ou alors parce que c'est géographiquement plus loin de nous, peut-être. Ouais, il peut y avoir différents. Il y a peut-être de ça, tu vois. C'est géographiquement plus loin, et puis il n'y a pas eu le bossu de la forêt amazonienne, donc ça nous touche moins, tu vois. Le bossu de Notre-Dame, on dit, oh merde, putain, il faisait de la corde là et tout, c'était cool. Et la forêt, non, ça nous parle moins. Peut-être que c'est ça. J'arrive pas à comprendre vraiment comment. J'aimerais bien un jour aller dans un média et voir, et dire comment ils choisissent leur sujet. Tu vois, est-ce qu'il y a un mec qui arrive qui dit voilà, tous les sujets qu'il y a, on choisit ce qu'on va diffuser, parce que c'est logique aussi de ne pas pouvoir tout diffuser. Toi, tu peux pas dire Monsieur Martin a tué Monsieur Bidule cette nuit, parce qu'il y en a forcément plein qui arrivent sans arrêt, je comprends ça. Mais comment ils choisissent? Tu vois, comment à la télé un soir, une famille a été sauvagement assassinée par machin, et tu sais que c'est arrivé à d'autres et qu'on n'en parle pas. Alors, ouais, un monsieur s'est suicidé, il a sauté d'un pont, il a été retrouvé mort. Ils en prennent 2 minutes sur le journal de 20h. Et toi, tu sais que, je sais pas, le voisin de ton grand-père, il s'est suicidé il y a 2 semaines et personne n'en a parlé. Pourquoi ? Alors qu'il n'y a pas, c'est pas un mec connu, c'est pas un mec qui a un impact. Comment ils font pour choisir? Pourquoi à ce moment-là, tu viens de dire, tiens, on va parler suicide? Peut-être pour rappeler aux gens que finalement, eux, ils vont bien. Tiens, hop là, le monsieur s'est suicidé, il n'avait pas de travail, le pauvre. Peut-être que c'est ça. Ou je sais pas. Mais il y a forcément ça m'étonnerait que les mecs le fassent au hasard, c'est pas possible. Personne ne peut choisir les sujets au pif. Mais il y a forcément. Ou même quand tu vois la cathédrale qui brûle, il y a ce truc de dire ah ouais, ils ont fait brûler la cathédrale exprès pour pas parler d'autre chose. Non, ça je pense pas. Ça me paraît un peu complotiste. Mais par contre, le côté pourquoi tu prends tout un journal télé pour en parler de ta cathédrale qui brûle, alors que concrètement quand tu as dit elle est en feu, c'est fini. Il n'y a pas d'autres infos. Personne n'est mort. C'est pas comme un attentat où tu suis le truc tu vois, les mecs sont dans Paris, ils tirent sur des gens. Ouais, tu veux suivre l'histoire jusqu'au bout, et te sentir sécurisé. Mais là, il n'y avait pas. Et on a passé des jours à parler de ça. Ouais. Pourquoi? Dommage. Ben, je sais pas. Parce qu'il y a d'autres choses dont on pourrait parler, beaucoup plus importantes. Ouais. Pourquoi on le fait pas? Tu vois, les Rohingyas, tu te rappelles de ce truc-là là? Ça, parce que c'est mon monde un peu, c'est les youtubeurs. C'est Jérôme Niel, il s'appelle, un youtubeur français qui a cartonné, qui est parti vivre aux États-Unis, qui a monté une association qui s'appelle la Love Army pour aller pour aller construire des camps, parce qu'il y a toute une population d'un pays, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est du côté Moyen-Orient, je ne sais plus dire lequel, mais tout un pays qui a bougé pour aller, parce qu'ils allaient se faire massacrer. Et arrivé dans une terre d'accueil, il n'y avait rien, c'est un terrain immense, c'est l'équivalent quasiment d'une ville, mais avec rien. Et du coup, il a monté cet assaut pour aller les aider, pour amener de l'eau, amener de l'électricité, enfin l'électricité, je ne suis même pas sûr qu'il l'ait, mais amener de la bouffe, les faire vivre, quoi, une ville entière. Et aucun média n'en a parlé du tout, jusqu'à ce que Omar Sy aille là-bas avec eux. Je me souviens. Et là, d'un coup, on a dit, Omar Sy est allé s'engager, alors que les mecs, ça fait des mois qu'ils bossent là-dessus. Ouais. Comment parce c'est possible? En fait, je pense que c'est parce que ça leur apporte plus de visibilité, ils pensent à ça, par rapport au fait de parler de Omar Sy, que du mouvement que ce youtubeur ou une personne lambda, quelle qu'elle soit, a monté un truc intéressant. Et en général, ils cherchent à capter l'attention, et c'est pour ça qu'ils partagent beaucoup plus de trucs de peur, de négativité. Ouais. Et bon, là, pour le coup, c'est pas forcément négatif, mais ils utilisent une personne pour avoir autant d'audience qu'un fait négatif. C'est vrai. Mais tu vois, du coup, ça veut dire que c'est pas de leur faute, entre guillemets. C'est nous qui sommes consommateurs de ça. Exact. C'est remettre la responsabilité à soi. Bah, je pense que c'est plus le cas. Hein. Ouais. Tu vois, j'en parle souvent par rapport à la télé-réalité. Je dis, moi, ma génération, quand on rentrait à l'école le soir, à 17h, il y avait les frères Scott, Melrose Place, Une nounou d'enfer. Ça pouvait être con ou pas con, mais en tout cas, c'était scénarisé. Les frères Scott, c'est une série de jeunes. Quand le mec se comporte mal dans la série,
il couche avec une fille, il engueule une fille, et ben derrière, sa mère lui fait la morale, derrière, il lui arrive un truc mauvais, derrière, il se fait larguer. Tu vois, il y a une morale. En gros, on nous inculquait, sans le vouloir, hein, mais si tu te conduis mal, ça va mal se passer. Le but, c'est pas de se battre. Aujourd'hui, un gamin jusqu'à 17 ans, il rentre chez lui le soir de l'école, ses parents sont pas là, de 16h à 20h, sur quasiment toutes les chaînes, c'est de la télé-réalité. Toutes les chaînes. La 8, Cyril Hanouna, c'est un peu de la télé-réalité, on va pas se mentir. La 9, la 10, la 6, la 1, tout le monde, même les émissions où tu t'habilles, là, les reines du shopping et tout, télé-réalité sur toutes les chaînes. Je me dis, c'est évident que vous êtes en train de créer une génération de Google. C'est évident, mais je vois même pas comment on va pouvoir passer à travers, c'est évident. Tu rentres le soir, le gamin il est là, il dit d'accord, donc pour gagner le jeu marseillais, je sais pas quoi, il faut avoir des gros nichons, d'accord, et gueuler sur les gens. Ok, bon, faut que je pense à ça. C'est évident que tu vas créer des monstres. Tu es en train de programmer les gens. C'est logique. Alors soit c'est fait exprès, mais ça je pense pas encore une fois. Et pas un mec qui se dit on va tous les faire cons comme ça. Non, je pense plutôt que c'est que ça rapporte de l'oseille et qu'on est aussi nous consommateurs de cons. Et du coup, on regarde, on dit ah ouais, putain, ça se regarde, et tout le monde regarde, et ça se regarde encore, et ça devient des modèles, les mecs, pour la société d'aujourd'hui. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. La télé-réalité, pour moi, que ça marche encore, que ça a été un phénomène on met des gens dans un loft, on les voit vivre à une époque où tout était scénarisé, je comprends. Mais qu'aujourd'hui, ça marche encore, ça me fascine. Si ça veut vraiment dire qu'on est consommateur, on est voyeuriste. Ouais. On est vraiment voyeur. On aime voir ce qui se passe. Ah, ils sont en train de s'embrouiller. Ah putain, elle l'a quitté, elle l'a trompé. Alors là, c'est génial. Mais ça peut aussi, je pense, nous rassurer dans certains schémas qu'on expérimente dans notre quotidien. Le fait de voir que d'autres personnes se comportent comme ça ou expérimentent différents faits qu'on a tendance à distinguer comme étant négatifs. Ah, ça lui arrivait à elle ou à lui. Ça m'est aussi arrivé. Tu vois, qu'on me trompe, qu'on me crie dessus. Tu t'assimiles à ça. Tu t'assimiles à ça. Je pense que ça peut... Enfin, c'est l'aspect, entre guillemets, pas forcément positif, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens s'identifient. Parce qu'ils voient des scénarios qu'ils ont expérimentés. Ok. Ouais, c'est très possible. C'est ce que je pense. Non, c'est très possible. Ils voient... Mais alors espérons que ce soit ça, parce que quand une gamine de 12 ans voit Brenda en mini-short, décolleté, tu vois, qui est en train d'embrasser tous les mecs à une soirée, je me dis, est-ce que la petite... Est-ce qu'elle se construit normalement quand elle voit ça ? C'est des images, et les images reprogramment le subconscient. Mais après, là, ce serait toute une autre histoire. Ouais, là, je ne m'aventure pas. Tu vois, je ne vais pas jusque-là dans mes raisonnements ou dans mon analyse, mais je suis l'étape avant, moi, je crois. Mais dans tous les cas, c'est super intéressant tout ce que tu nous partages. C'était super cool. À travers toutes ces analyses. Moi, j'ai rigolé un peu. Ouais, mais on n'a pas ri. On a parlé d'autre chose. Ouais, mais c'était intéressant justement parce que à travers tout ce que tu partages, j'avais pensé à cette interview plus parler des trucs drôles, etc. Mais au final, t'abordes tellement de sujets intéressants que je me suis dit autant parler de ces sujets-là plutôt que de faire quelque chose de drôle. Ça fait quelque chose peut-être de différent qu'on est habitué à poser. Ouais. Puis c'est rare que je parle de ces trucs-là. En règle générale, on fait des vannes. Et non, c'est intéressant au contraire de se dire on peut parler d'autre chose aussi de temps en temps. On peut parler plus sérieusement. C'était cool. C'était un plaisir de t'avoir ici. Merci beaucoup pour l'accueil, pour cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as donné aussi parce que tu n'étais pas obligé de le faire. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir. Ça marche, merci.